Lorsque Christophe Colomb aborde la Martinique en 1502, la végétation qui recouvre l'île n'avait pas grand-chose à voir avec celle que l'on peut admirer aujourd'hui. 90% des végétaux n'existaient pas. Ils sont venus avec les navigateurs et les colonisateurs. Dominant les hauteurs de Fort-de-France, le jardin de Balata concrétise aujourd'hui ce voyage des plantes. L'esprit de ce jardin, c'était de recréer des ambiances différentes dans un endroit qui est relativement petit. Balatoa doit à peine faire 2 hectares, et encore, c'est pas sûr. Avec les circulations que j'ai faites, on ne sait jamais très bien où on est, si c'est long, si c'est court. En fait, on revient toujours sur ses pas sans vraiment s'en rendre compte. Moi, j'aime bien les jardins, mais j'aime surtout recréer des ambiances. Sauf qu'un jardin doit avoir plus que de la vue. On doit ressentir quelque chose comme ça, par la vue, par le sentiment, que simplement regarder des jolies fleurs ou des jolies plantes. La création, c'est passionnant, on avance, on fait plein de choses. L'entretien, c'est déjà plus fastidieux et ça demande un suivi beaucoup plus régulier et plus attentif. La canne à sucre, originaire de l'Inde, est l'une des premières plantes à avoir fait le voyage vers le Nouveau Monde. Rapidement, les terrains sont défrichés et se couvrent de cette herbe sucrée. Les Amérindiens n'ont pas résisté à l'invasion des colons. Brimades, maladies, travaux forcés. En moins d'un siècle, le peuple caraïbe est décimé. La culture de la canne et sa transformation en sucre nécessitent une importante main-d'œuvre. Le trafic des esclaves venant des côtes de l'Afrique de l'Ouest prend une ampleur considérable, estimée entre 4 et 6 millions. L'or blanc fait la fortune des colons et le malheur des esclaves, dont l'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. L'île compte plus de 300 sucreries, on dit même autant que de jours dans l'année. L'usine du Galion est la dernière de Martinique. Les cannes sont acheminées à l'usine, donc sont contrôlées parce que nous on paie en fonction de la richesse, donc on détermine les conditions de paiement, donc à l'entrée de l'usine, et les cannes sont broyées dans nos moulins. Donc nous avons une batterie de moulins, on va presser les cannes, on obtient du jus de canne qu'il faut traiter parce que ce jus est sale, il y a de la bagasse, il y a des impuretés, donc ce jus est traité, c'est filtré et sera concentré. Donc on obtient un sirop qui est du sucre concentré, un jus de canne concentré. Ce sirop sera ensuite cristallisé pour donner le produit final qu'on connaît, donc le sucre cristallisé. Donc le sucre cristallisé sera conditionné et on récupère la partie liquide qui va donner la mélasse. Et la partie sèche, la bagasse, est récupérée, c'est stocké et ça alimente la chaudière qui fournit donc la vapeur pour faire tourner les turbines à vapeur, qui fait tourner le turbo-alternateur pour la production de l'énergie électrique. Et également fournit la vapeur pour cristalliser, concentrer le sirop, l'eau chaude pour la stérilisation. C'est une plante assez écologique parce qu'une fois la canne coupée, il suffit de passer un peu d'engrais, un peu de désherbant et elle pousse toute seule. Et puis après, il suffit de récolter. Donc c'est une plante qui ne pollue pratiquement pas. Aux Trois-Îlets, un musée retrace l'histoire de la canne à sucre qui a marqué profondément la Martinique. Le rhum est venu prendre le relais du sucre, a commencé à se faire connaître mondialement puisque c'est un rhum justement agricole. Le rhum agricole est fabriqué à partir de la canne à sucre, directement broyée, fermentée et distillée, alors que le rhum industriel est un sous-produit de la fabrication du sucre, puisque c'est la mélasse issue de la sucrerie qui est fermentée et distillée. L'habitation Clément est la seule propriété qui ouvre ses portes au public. Les visiteurs peuvent parcourir l'ancienne usine sucrière, les chais de conservation et la maison créole. Les jardins, récemment restaurés, offrent la traditionnelle allée de palmiers. Un jeune verger permet de découvrir des fruits tropicaux endémiques des Antilles ou venus du monde entier. Un étang rappelle l'importance de l'eau dans l'activité sucrière. Au XVIIIe siècle ou au XIXe siècle, il y avait quelques 100-200 personnes qui pouvaient vivre et travailler sur l'habitation. On cultivait de la canne à sucre et on fabriquait sur place le sucre dans des chaudières traditionnelles. Et à partir de la Première Guerre mondiale, c'était du rhum agricole fabriqué à partir de la canne à sucre cultivée sur place. En 1887, Omer Clément, médecin et maire du François, achète cette propriété de 300 hectares qui s'appelait alors Domaine de l'Acajou.
Il modernise l'usine. Entouré de jardins et de cannes à sucre, protégé des ardeurs du soleil tropical par des arbres centenaires, l'habitation Clément a conservé son charme d'antan. Aujourd'hui, plus personne n'habite sur l'habitation, mais il y a beaucoup de monde en permanence puisque c'est ouvert au public tous les jours. Et la maison créole, la maison du propriétaire, a été transformée en musée et est classée monument historique. Tout le monde connaît la banane martiniquaise. Les étals de primeur la proposent toute l'année. C'est le fruit dessert le plus consommé. Les enfants l'adorent. À Sainte-Marie, elle a même son musée, dans une ancienne sucrerie, l'habitation Limbé. Ce qui se passe pour la constitution des fruits, c'est tout simple. Chaque banane, c'est une fleur avec donc, le pistil, étamine, etc. Mais sauf pour le cas du bananier, vous n'avez pas de fécondation. C'est l'ovaire de chaque fleur qui grossit anormalement et qui se transforme en banane. Chaque bananier ne donne qu'un seul régime. Donc on ne peut pas récupérer les fruits pour pouvoir avoir de la semence, pour pouvoir planter. Donc on attend que du rhizome, que partent des petits plants. Chaque bananier émet environ 6 rejets. Donc les petits plants, on les appelle des rejets dans le jargon. Et c'est à vous donc, de sélectionner dans le rejet que vous voulez prendre et puis donc d'en laisser un ou deux. Et si vous voulez donc refaire une autre plantation, vous avez un objet tranchant fait pour ça qui vous permet donc de prendre le rejet, de prendre une partie des racines et vous mettez ça en terre et vous avez un autre bananier. L'exception, donc, c'est les bananiers d'ornement qui ont adopté les deux modes de reproduction, par multiplication végétative, mais pas aussi donc, par les graines que vous avez dans les fruits. Les graines qui sont fertiles que l'on plante pour avoir un autre bananier si on veut. 8 mai 1902, une nuée ardente dévale les flancs de la Pelée et va prendre la vie à 30 000 personnes. Saint-Pierre n'est plus que ruine. Située au nord de l'île, la plantation Léritz, construite en 1776, échappe à l'horreur. Elle produisait du sucre, puis de la banane, avant une évolution plus originale. M. de Lucy travaille dans la banane et voit donc cette habitation et décide finalement de la transformer en hôtel-restaurant et parc botanique. La plantation Léritz, c'est qu'elle représente au jour d'aujourd'hui quand même 8 hectares, 1 hectare de bâtiments et 7 hectares de parc. On y recense 100 essences végétales différentes entre les arbres, les fleurs et les fruits et les légumes. Et bien sûr, nous avons ce fameux jardinier qui travaille ici à la plantation, Will Fenton, qui est un plasticien martiniquais, et donc où l'on peut retrouver son travail mis en valeur avec le musée qui est des figurines végétales, qui est au centre de la plantation. L'ananas, originaire probablement du Brésil, se plaît sur les sols volcaniques et humides des flancs de la Pelée. L'ananas appartient à la grande famille des broméliacées, plantes épiphytes, sauf l'ananas, qui est aussi le seul membre de la famille à produire des fruits comestibles. Au pied du volcan, Ajoupa-Bouillon cache un lieu enchanteur, le jardin sauvage de Roberte Servet. J'y suis tous les jours. Il a 34 ans, mon jardin. Donc il faut dire que j'ai fait ça toute ma vie. C'est un petit peu comme ça que je vois la protection de l'environnement. C'est-à-dire apporter aux yeux de tous ceux que je côtoie la beauté de cette nature-là et me dire que si on essayait de voir chaque petit détail avec la beauté, peut-être qu'on en prendrait soin davantage. Les carcasses de voitures, les papiers gras, tout cela, c'est l'homme qui jette ça, c'est pas la nature qui le produit. Je connais plus ou moins le jardin à ma manière. Ma manière, c'est être là, c'est me réveiller là le matin, prendre le café et me dire, mais aujourd'hui, par quel bout je commence? Bon, alors où je viens? Par ici, alors il me faut tailler, il me faut nettoyer, passer la main, parce que je suis toute seule pour faire ça depuis que je suis à la retraite. J'ai eu le bonheur de naître dans tout le vert de ce pays. Je suis du Nord. Je suis native du Morne Rouge, au pied de la Pelée.
J'avais envie d'avoir autour de moi des plantes comme tous les hommes qui sont sur cette terre, hein. En fait, je dis que quand on traverse mon jardin, il faut qu'on retrouve l'Africain, l'Européen, le Malgache, le Nantais, etc., etc. C'est le monde qui est là autour de moi. Et c'est ce côté sauvage du jardin qui me plaît. Je me dis, le jour où je vais commencer à tailler, ça voudrait dire que je commence à être moins tolérante. Et je ne coupe pas justement mes branches pour les jeter. Je demande toujours qui voudrait avoir des plants, avec qui je peux partager, tout simplement pour continuer la vie, parce que j'ai un très grand respect de la vie, quelle que soit la forme. Rejoignons Viviane à Basse-Pointe. Ses parents agriculteurs lui ont légué le goût du jardinage. Professeure des écoles, elle passe le plus clair de son temps libre dans son petit terrain de 2000 mètres carrés. Parce que j'aime ça et puis parce qu'on pense que bon, tout ce qui vient de notre jardin est intéressant à être consommé. Donc voilà, on plante des choses que nous mangeons et on fait partager aussi un petit peu la famille. Et j'aime mettre des fleurs aussi autour de mon jardin pour attirer les insectes et tout ça. Puis ça embellit aussi un petit peu, c'est beau. C'est agréable. On a des pois d'Angole, des papayes, des piments, des ignames, des pastèques tout au fond, des glaïeuls, des arachides, des cosmos. J'ai beaucoup de choses, hein. Des dahlias que je plante derrière, des pois, des haricots, que je mets encore, des poireaux, des choux, des épinards. Là. Des épinards qui sont pas des épinards français, ce qu'on appelle nos épinards, ce sont les plantes qui sont là. Des fleurs, des légumes et des fruits qui doivent certainement attirer des convoitises. Il y a quand même beaucoup d'insectes, hein. Il y a quand même beaucoup de chenilles. Et bon, c'est un gros souci. Et puis il y a l'herbe. Mais l'herbe, c'est le souci partout aussi, quoi. Bon. Mais nous, on n'utilise pas de désherbant, on ne va pas utiliser de produits trop nocifs pour l'environnement. Donc on fait avec nos moyens, on fait avec une houe. Bon, au tout départ, on a quand même eu un petit travail de tracteur. Et puis là, maintenant, on n'utilise que des outils à main, quoi. Voilà. Et pour les insectes, pas trop de produits? Non, nous, non. On ne met rien. Non. Bon, les insectes prélèvent leur part et puis nous, on prélève notre part. On essaie de le faire avant eux. On essaie, c'est vrai, les choux chinois, par exemple, c'est quand il y a les attaques de chenilles, elles mangent. Hein. Bon, on essaie de faire ça avant qu'elles ne mangent. Par exemple, là, ils sont beaux, c'est la période pour les manger. Hein. Robert et Viviane ont sans aucun doute la main verte et de la patience. Les plus pressés iront faire leur marché dans une jardinerie. Le domaine de Château-Gaillard est fier de sa collection de bougainvilliers. Le bougainvillier, il faut savoir que c'est une plante qui est tropicale, qui vient du Brésil, qui a été découverte à peu près au XVIIe siècle. On va diviser la France en deux parties, on va dire. Le nord de la France, enfin la partie qui n'est pas méditerranéenne ou qui n'est pas la partie sud-Bretagne. Dans ces parties-là, c'est une plante qui craint le gel. Donc il va falloir la protéger en hiver et impérativement la rentrer. Donc il vaut mieux pas la mettre en pleine terre, il vaut mieux les garder en pot et les rentrer. Quand vous êtes situé par contre dans un climat méditerranéen, à ce moment-là, vous pouvez les mettre en pleine terre. Surtout les variétés qui sont mauves, qui vont être plus résistantes. Les premières années, c'est des plantes qui vont être fragiles, puisque tropicales, donc il faudra les pailler l'hiver et bien les couvrir. Une fois qu'elles ont atteint 5-6 ans, elles résistent jusqu'à moins 5 degrés. Bon, si ça ne dure pas trop longtemps, hein, pendant une nuit, 2 nuits, elles vont pouvoir résister à ces températures-là. Sinon, au niveau de l'entretien, une fois que la plante va avoir fleuri, c'est une plante qui peut avoir une floraison qui peut durer jusqu'à 2-3 mois, parce que c'est des fleurs qui sont coriaces, qui sont solides. Donc une fois que la floraison va être terminée, il faudra tailler les parties où il y avait des fleurs dessus, donc toutes les grappes debout qui devront être taillées. Une fois qu'on aura taillé ces grappes-là, si on est encore en période chaude, c'est-à-dire que si ça se produit au mois de juin, on a possibilité de remettre de l'engrais de manière à ce que le bougainvillier refasse une deuxième floraison. Si c'est en fin de période chaude, il vaut mieux éviter ça, commencer à réduire l'arrosage, puis après les rentrer dès les premières gelées. Le bougainvillier, c'est une plante qui se multiplie principalement par bouturage, parce que il existe des graines, hein, puisqu'on fait des hybrides, donc il y a forcément quelque part des graines, mais elles sont toutes petites et très difficiles à obtenir. Même nous, en tant que professionnels, on les multiplie de boutures. Alors le bouturage, en Martinique, on le fait à partir de bois, c'est-à-dire qu'en fait, on retire toutes les feuilles, on prend un morceau de bois aouté qui fait à peu près une vingtaine de centimètres. Ce morceau de bois, on le trempe dans des hormones sur à peu près 3 à 4 cm. Et on enterre, on met
en terre les 4 ou 5 premiers centimètres. Nous, on utilise du sable ici pour avoir un mélange très drainant. Alors on peut mélanger sable et terreau. Ce qui est très important, c'est que le substrat soit toujours humide. Si le substrat sèche, la bouture va sécher instantanément. Donc après, il faut attendre encore à peu près 1 mois et demi, 2 mois pour avoir une plante qui va être en potable. Donc en Martinique, on va compter 3 mois. En métropole, je dirais que ça serait plutôt 6 mois et qu'il faudrait peut-être mettre au-dessus un plastique de manière à garder la bouture dans un endroit lumineux et que ça lui permette de garder une certaine humidité. Parce que là, nous, quand on vous parle, on doit avoir 90% d'humidité à peu près. Puis on va commencer à les pincer parce que vous voyez, ça fait des tiges qui sont toutes fines, toutes maigres. Donc on coupe les têtes de manière à ce que ça puisse se ramifier. Voilà. Et puis avoir de la patience. La passion de Christophe Habb, les adéniums, la rose du désert. Une plante originaire principalement d'Afrique de l'Est et d'Arabie qui a su au fil des siècles s'adapter à la sécheresse. Une fois que vous avez cette plante chez vous, c'est pas très difficile. Vous pouvez partir en vacances pendant plusieurs mois sans avoir besoin de l'arroser. Elle va vivre sur ses réserves, elle va continuer à fleurir. Quand vous rentrez, c'est l'entretien normal. Beaucoup de lumière. En fait, le plus important, c'est la lumière, la chaleur, de bons arrosages bien abondants, surtout pas de soucoupe pour pas que ça baigne dans l'eau. Et régulièrement un bon engrais pour plantes à fleurs, pour géranium. Voilà, c'est pas difficile, un petit peu d'amour et vous aurez une très belle plante. Et là, je vais vous montrer en fait dans quoi ça pousse. Ça pousse dans du gravier de pouzzolane. Voilà. Là, on l'a sorti du pot. Et le but, ça va être de le rendre encore plus joli. Donc pour ça, je vais sectionner les racines disgracieuses, toutes celles qui sont mal insérées, pour révéler en fait les courbes du codex, pour qu'on voit bien toute la sensualité de cette plante, pour la révéler. Et on a toujours peur d'en éliminer trop, mais la plante est tellement costaud que quand en fait le but à garder à l'esprit, c'est de la rendre belle. Et si elle est belle, il n'y aura aucun problème pour la reprise. Tout cet épiderme là qui est marron, ocre, beige, peut prendre des coups de soleil et c'est un truc à éviter, elle peut en mourir. Alors là, le fait de la mettre dans un tout petit pot, ça va la bonsaïfier. Elle va beaucoup moins grossir qu'auparavant. Donc là, je vais lui remettre de la pouzzolane, là-bas. Je vous disais, cet épiderme qui est là, qui est tout beige, il va petit à petit, en le laissant à l'ombre, reprendre une teinte verte comme ça. La chlorophylle va se remettre dans l'épiderme et elle sera capable de résister au soleil comme celui-là. Madinina, l'île aux fleurs, mérite bien son nom. Sur la montagne du Vauclin, Babo Gitel cultive alpinia, héliconia et balisier, mais il accueille aussi les touristes pour des visites guidées très instructives. Le climat exceptionnel de l'île a permis aux plantes du monde entier de s'acclimater. La gastronomie est le reflet de cette richesse. Que diriez-vous d'une choucroute de papaye pour accompagner des filets de Saint-Pierre? Il me faut une papaye verte. Vous faites comme une orange pelée. Vous coupez après en deux. Et dedans, vous avez des petites graines. Vous les enlevez. Et là, on râpe la papaye. Donc la première chose à faire, c'est de cuire la papaye. Nous allons verser environ une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Nous allons mettre aussi dans les ingrédients de la papaye les oignons ciselés, les échalotes ciselées aussi. Et là, on le fait suer. Vous mettez les baies de genièvre et vous avez la papaye qu'on met dans la casserole. Et on fait suer un tout petit peu, mais surtout sans colorer. Après, nous prenons le vin blanc, environ 1 décilitre. Et voilà, maintenant nous laissons au coin du feu, tranquillement, le cuire environ une vingtaine de minutes. Les Saint-Pierre, nous allons mettre un peu de sel et de poivre.
et les fariner. Il commence à frémir. Ça veut dire que l'huile est suffisamment chaude. Donc là, nous allons mettre côté peau sur l'huile, parce que c'est la partie que je vais présenter. Voilà, tout simplement. Et nous allons cuire. Il faut cuire environ 2 minutes de chaque côté pour la cuisson. 20 minutes après, la papaye est cuite. Oui, tout à fait. Entre-temps, vous prenez les bananes et tout simplement, vous faites des quenelles. Voilà. Nous allons faire flamber les filets de Saint-Pierre au vinaigre de canne. Un petit peu, juste pour leur donner un petit goût. Nous allons mettre les filets. Et par-dessus, nous allons arroser les Saint-Pierre. C'est juste un petit beurre fondu avec le vinaigre de canne, un petit peu aussi sur la papaye. Donc, et voilà le filet de Saint-Pierre et sa choucroute de papaye au vinaigre de canne.